Chapitre 4. Le scénario sans raison. Compétence innée, la conscience. Scénario sans raison. Résultat final, stupidité, folie, blocage de la pensée. La soif de compréhension et de savoir. À sa naissance, le bébé a tout à apprendre pour pouvoir un jour maîtriser son environnement. Petit explorateur d'un nouveau monde, mu par son insatiable curiosité naturelle et pourvu de capacités sensorielles bien aiguisées, l'enfant amasse dans ses premières années une quantité incroyable d'informations et d'expériences. Mais depuis la nuit des temps, s'exerce une féroce répression de cette soif d'apprendre. À l'instar de Galilée, ayant payé bien cher sa volonté de comprendre le fonctionnement du système solaire, nombreux sont les penseurs ou les scientifiques à avoir subi une féroce répression parce que leurs idées dérangeaient le système de croyance en vigueur. Ce droit d'apprendre, de comprendre, de savoir et de penser par soi-même est nié, bridé à des degrés divers par tous les systèmes dirigeants. Car le savoir est un enjeu de pouvoir. C'est pourquoi le contenu des bibliothèques et des journaux est la première cible de la censure de toutes les dictatures du monde. C'est aussi pourquoi de nombreux spécialistes refusent de partager leur savoir avec leurs clients. Essayez juste de dire « Pourtant, j'ai lu dans mon dictionnaire médical que… » ou « C'est bizarre parce que dans le code pénal, il y a un article qui dit que… » ou « Mais la notice d'entretien de ma voiture indique que… » L'agacement du professionnel sera vite perceptible, n'est-ce pas? Or, ce sont les jeux de pouvoir oppressifs, niant la capacité de penser, qui entraînent au mieux vers la stupidité, au pire vers la folie. Comment rendre fou ou stupide? La destruction massive du potentiel cognitif commence en famille et au berceau, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont et qu'ils ne veulent pas être percés à jour par l'intelligence aiguë des petits. Certains adultes entravent la capacité de conscience des enfants. « Maman, pourquoi tu grondes papa de ne pas avoir tondu la pelouse alors que toi, tu n'as même pas fait la vaisselle ? Tu dis que tu n'as plus de sous, mais tu t'achètes quand même des cigarettes. » Ou « Maîtresse, tu dis que personne ne travaille le 1er mai, mais ce n'est même pas vrai parce que ma maman à moi, elle travaille le 1er mai. » Ces réflexions pourtant très objectives des enfants sont alors recadrées en insolence. Et voilà comment la pertinence devient impertinente. Allant plus loin dans cette logique, les parents toxiques se présentent à leurs enfants comme des parents parfaits et leur interdisent de penser le contraire. C'est pourquoi des années après, dans la tête des enfants devenus grands, les parents restent déifiés. Le discours est alors dithyrambique. Mes parents sont formidables, extraordinaires. Ils se sont sacrifiés pour moi. J'ai eu une enfance parfaitement heureuse. Toute tentative pour revenir à plus d'objectivité est vécue comme un sacrilège, et ils réagissent avec beaucoup d'hostilité face à toute personne critiquant leurs idoles. Le choix est grand quand ils découvrent l'imposture de la mystification dont ils ont été l'objet. Destruction de l'intelligence. Les enfants font naturellement confiance aux adultes et ils croient ce qu'on leur dit. S'il y a des omissions, des distorsions, des mensonges et des contradictions, ça détraque l'ordinateur. Ils se présument stupides et renoncent peu à peu à comprendre. Notre intelligence peut se manifester sous 3 formes: l'intuition, les émotions et la rationalité. Chacune a son utilité et ces 3 formes sont complémentaires pour nous mener au génie et à l'épanouissement personnel. Hélas, notre société dite civilisée met en avant, au détriment des autres formes d'intelligence, l'esprit rationnel qui est le système de pensée le plus adéquat pour développer l'esprit de compétition, la productivité et un mal-être suffisant pour faire fonctionner le consumérisme. Dévalorisation de l'intuition. Alors, on nous fait croire que la rationalité est la forme de pensée la plus scientifique, bien que ce soit faux. Toutes les avancées de la science se sont faites par éclairs de génie. Et si la rationalité est plus précise quand nous disposons d'informations mesurables, codifiables ou chiffrables, l'intuition reste la forme d'intelligence la plus performante lorsqu'il n'y a pas de données mesurables. En général, les hommes sont fermement découragés d'utiliser leur intuition et les femmes restent à peu près autorisées à conserver cette forme d'intelligence, le fameux 6e sens féminin. Mais déconnectée de toute autre forme d'intelligence, l'intuition, si elle garde sa fulgurance, perd beaucoup de sa puissance. Dévaloriser les émotions. De même, on discrédite les émotions, ce qui nous place dans d'intenables conflits intérieurs entre ce que nous percevons de nous-mêmes et ce que nous dit de ressentir. Arrête de pleurer, ne crie pas,
Ça suffit maintenant ce caprice. C'est d'autant plus dommageable que nos émotions sont des messagères très pertinentes pour nous guider dans notre quotidien. Par exemple, la joie est à la fois un moteur puissant qui fournit une énergie décuplée et un guide de vie pour indiquer le chemin à suivre. Seuls les gens très passionnés font de grandes choses. La peur signale le danger et nous invite à nous en protéger. La colère permet de poser ses limites et de se faire respecter. Face à cette dévalorisation des émotions, on a le choix entre nier puis ignorer ses émotions et agir comme si elles n'existaient pas. On devient alors froid et rationnel. C'est le choix que font la plupart des hommes. Vivre ses émotions et ne pas écouter ceux qui les dévalorisent. On devient émotionnel et irrationnel et l'on est considéré comme hyper émotif et immature, surtout par ceux qui nient nos émotions. C'est souvent le choix des femmes. Ou essayer de concilier les deux, ce qui rend immanquablement confus, instable et anxieux. Et comme nos émotions se vivent dans le corps, c'est une raison de plus de le fuir et l'on retrouve le scénario sans joie. Dévalorisation de la rationalité. Bien qu'elle soit la forme d'intelligence la plus autorisée, il arrive souvent qu'elle soit malgré tout disqualifiée. Nous l'avons vu plus haut par les adultes redoutant l'objectivité des enfants. La dévalorisation de la rationalité entraîne une incapacité à penser qui apparaît surtout dans les situations de crise. La personne se met en colère, se sent mal ou tombe en dépression au lieu de chercher activement des solutions. On apprend de toute façon rarement aux enfants à chercher par eux-mêmes des solutions. La dévalorisation de la rationalité se transmet essentiellement par l'injonction « ne pense pas » et l'attribution « tu es stupide ». Les gens qui ont été soumis à ces programmations revendiquent comme un gage de sincérité, de spontanéité et de naturel ce que d'autres prendraient pour de la paresse intellectuelle. Ils refusent d'analyser les situations rationnellement de peur de devenir froid et calculateur et de faire perdre de la vie à sa magie. Le fonctionnement symbiotique. L'analyse transactionnelle a également observé un mode relationnel ayant pour objectif ou résultat d'entretenir cette incapacité à être objectif et rationnel devant la réalité. Appelé fonctionnement symbiotique, ce mode relationnel invite à rester dépendant, immature et surtout à nier les problèmes au lieu de les résoudre. Cette façon d'être comporte des éléments clés. La lecture de pensée. Les demandes ne sont jamais clairement exprimées. C'est à l'autre de deviner ce qu'on attend de lui. Inversement, on conditionne à proposer son aide spontanément. La lecture de pensée permet de ne pas assumer ses responsabilités. Je ne t'avais rien demandé, ou tu m'as mal compris, seront les issues de secours. Pour éviter ces dérobades, appliquez la règle de communication. Toute demande non exprimée n'a pas à être satisfaite, ce qui signifie pas de décodage. Où est la bouteille d'eau ne veut pas dire serre-moi un verre s'il te plaît. La méconnaissance. Ce mécanisme consiste à ignorer l'existence de ce qui obligerait à modifier son comportement et à instaurer des changements. Cette façon de faire l'autruche se décline en 4 degrés d'intensité. Méconnaissance de l'existence du problème. Un problème? Mais non, je n'ai rien remarqué. Dévalorisation de son importance. Ce n'est pas grave, ça marche bien quand même. Méconnaissance de la possibilité de le résoudre. Oui, effectivement, c'est un problème, mais on a tout essayé en vain. Méconnaissance des capacités personnelles à le résoudre. Je n'y peux rien, ou personne n'arrivera à le résoudre. La grandiosité. Mais la vie se charge souvent de nous montrer, malgré notre déni, qu'il y a vraiment un problème, qu'il est sérieux, que les solutions existent et qu'elles sont à notre portée. Alors pour justifier notre refus d'y faire face, on utilisera des arguments théâtraux et dramatisants. Mais si je le quitte, il va se suicider. Ou je n'y peux rien, j'ai la phobie des dentistes. On m'a traumatisé dans l'enfance. Ainsi, comme son nom l'indique, la grandiosité consiste à exagérer les aspects de soi, des autres ou de la situation, ou à minimiser les capacités de chacun à changer pour justifier la passivité. Les passivités. Cette passivité peut d'ailleurs prendre des formes de plus en plus intenses, elle aussi. Elle va consister à ne rien faire,
L'énergie est utilisée pour bloquer la pensée et l'activité. La personne reste sourde et aveugle autant aux problèmes qu'aux options qui se proposent. Elle attend l'arrivée de la fée ou du prince charmant qui arrangera tout à sa place. Se suradapter. Anxieuse de plaire, la personne anticipe les désirs supposés de son entourage. S'agiter. L'énergie est dispersée dans de nombreuses activités. La personne énervée, surmenée, entreprend sans cesse de nouvelles activités, n'en finit aucune, se fatigue et se donne ainsi les moyens d'éviter de penser ou de retrouver le contact avec ses émotions. Jusqu'à ce qu'on en arrive à l'incapacitation ou la violence. L'énergie négative accumulée par les autres formes de passivité se retourne contre la personne. Elle tombe malade, se blesse ou cherche à se tuer. Si l'énergie négative se retourne contre les autres, elle pourra aller du sabotage de matériel à l'agression, voire au meurtre. La solution pour sortir du fonctionnement symbiotique, l'autonomie et la lucidité. Il faut bien comprendre que lorsque l'on conduit en longeant un ravin vertigineux, se cacher les yeux pour ne pas voir le vide est le pire des scénarios. De même, refiler le volant à quelqu'un d'autre ne vous mettra pas en sécurité. Alors que la symbiose consiste à un transfert de responsabilité, l'autonomie vous propose de devenir entièrement responsable de votre vie et de trouver en vous-même les solutions les plus adaptées à votre problème. Vous savez, le grand sage intérieur, ce centre de conscience que l'on retrouve en soi en respirant, et sortez la tête du sable. Le mensonge. En communication, le mensonge est bien plus la règle que l'exception. Comme il se caractérise par la volonté de produire une fausse impression, il ne se résume pas à une contre-vérité éhontée et peut aussi prendre la forme de demi-vérité ou d'omission, ce qui augmente considérablement les occasions que nous avons de mentir. Par exemple, tout notre système de vente est basé sur le mensonge. De la campagne électorale à la publicité, de l'entretien d'embauche à la vente de sa voiture, chacun s'applique à mentir de tout son cœur pour décrocher le contrat. Surtout, ne dites pas que votre voiture a eu un léger accrochage et camouflez votre licenciement de chez Landerieux et compagnie en transformant l'ancien contrat en CDD. Ce sera de bonne guerre et sans complexe. Car bien que nous nous en défendions, nous trouvons tous plutôt normal de baigner dans ce climat de mensonge et d'en utiliser l'option quand elle sert notre cause. Et le seul mensonge vraiment interdit et choquant est celui qui va du dominé, enfant, étudiant, employé, administré, vers le dominant, parent, enseignant, patron, gouvernant. Dans l'autre sens, c'est une telle évidence que seuls les naïfs s'en offusquent. Même sans parler du Père Noël ou de la petite souris, les enfants sont soumis à un tissu de mensonges permanents tout au long de leur enfance. Parallèlement, à peine commencent-ils à parler qu'on les entraîne aussi à mentir. Voyons, Mélanie, il ne faut pas dire à la dame qu'elle sent mauvais de la bouche, c'est pas gentil. Surtout, Benoît, dis bien à mamie que son cadeau t'a fait plaisir. Je vous préviens, les enfants, le premier qui dit au douanier qu'on a des bouteilles dans le coffre aura affaire à moi. Car on ne punit pas les enfants de mentir, mais de mal mentir ou à mauvais escient. Seul le mensonge grossier est puni, et ce sont les mauvais menteurs qui sont sanctionnés. Ainsi, en dépit de nos beaux discours sur l'honnêteté, les enfants sont surtout encouragés à mentir habilement et apprennent finalement que la vérité, c'est un mensonge réussi. De la confusion à l'aliénation. La paranoïa. Dans ce monde de mensonges, nous sommes cernés par les complots et les conspirations. Il y a les grandes conspirations, celles des politiques pour nous faire voter pour eux, celles des publicitaires pour nous faire acheter leurs produits, celles des patrons pour nous faire accepter leurs conditions de travail, et toutes les conspirations dont nous ne saurons rien, puisqu'elles ont vocation à rester secrètes. Et puis il y a aussi les conspirations plus quotidiennes, celles de nos proches pour nous faire accepter le dîner chez belle-maman, la mauvaise note du petit ou le programme télé de la soirée. Nous en avons plus ou moins conscience et nous nous en irritons et le dénonçons ponctuellement. Par exemple, l'idée que l'utilisation de ma carte bancaire peut permettre de savoir où je suis, quel jour et à quelle heure, qu'elle indique ce que j'achète et pour quel montant, m'effleure parfois. Les paranoïaques, eux, ont une conscience exacerbée des complots. Mais devant la dévalorisation de leur perception, ils exagèrent pour combattre ce déni.
Ce qui rend paranoïaque, c'est la dévalorisation du ressenti et l'oppression. Claude Steiner dit que lorsqu'un paranoïaque prétend que sa nourriture est empoisonnée, qu'il y a des microbes dans sa chambre et que le psychiatre du service conspire avec le gouvernement pour le détruire, il vit probablement une réalité oppressive avoisinante. On lui donne réellement des médicaments qui l'assomment. L'infirmière note et rapporte tout ce qu'il dit et le médecin envisage peut-être les électrochocs. Il y a toujours un fond de vrai dans un fantasme paranoïaque. Dès qu'on le reconnaît, le paranoïaque s'apaise. Les mécanismes de la folie. En face de cette rétention, de cette distorsion de l'information, s'installe peu à peu dans l'esprit un trouble, un sentiment de confusion mentale, l'impression de perdre pied, d'être stupide, puis éventuellement la sensation de devenir fou. Nous avons tous eu l'occasion de ressentir cela à un moment de notre vie et eu très peur de l'aliénation, car nous savons que la folie est la perte totale du pouvoir sur soi. Or, cette démence que nous redoutons résulte d'un déni de nos perceptions et d'une dévalorisation systématique de notre capacité de penser sur une longue période de temps. Ce sont les jeux de pouvoir oppressifs, en niant la capacité de penser qui induisent la confusion mentale, puis la stupidité ou l'aliénation. Il est même surprenant que 99% d'entre nous réussissent à éviter l'internement. Restaurer son potentiel initial de conscience. Le scénario sans raison se neutralise par le désamorçage de l'injonction « ne pense pas » et par la restitution de la permission opposée, celle d'apprendre, de comprendre, de savoir et de penser par soi-même. Si vous êtes concerné par le scénario sans raison, cette autorisation nouvelle va vous permettre de vous rassurer sur vos facultés mentales. Nous ne pouvons accomplir avec efficacité que ce que nous comprenons. L'extension de la conscience du monde induit l'amplification de sa propre puissance, donc le développement du bien-être. Si ce programme ne vous mène pas au génie, qui n'est pas exclu, il vous garantira au moins l'épanouissement personnel. Cultivez vos 3 formes d'intelligence. Écoutez davantage votre intuition. Elle va sûrement vous dire des choses qui vous paraîtront affreuses au début, comme « tu n'auras jamais la promotion qu'ils t'ont promise »,« ils te font marcher pour t'exploiter » ou « ce n'est pas la peine de continuer à croire qu'il va changer », soit tu l'acceptes tel qu'il est, soit tu divorces, mais arrête de rêver, etc. Et oui, l'intuition signale aussi les ravins au bord desquels on circule. Restaurez votre potentiel émotionnel. Même si cela vous fait passer pour un gros sensible, revendiquez fermement vos ressentis. Vous y gagnerez en prime une bien meilleure santé. Retrouvez le plaisir d'apprendre. Informez-vous à fond auprès de sources multiples et variées. Il n'y a pas que le 20h dans la vie, sur tous les sujets qui vous concernent ou qui vous passionnent. Déjouez les jeux de pouvoir. Les dévalorisateurs sont dans des jeux de pouvoir. Ils font tout pour garder la position de dominant et nous maintenir dans la position basse de dominé. Ils refusent catégoriquement de valider notre ressenti parce que cela les obligerait à reconnaître l'inadéquation de leur attitude et à changer de comportement. Mais c'est justement leur déni qui rend fou. C'est pourquoi il est important d'acquérir une connaissance des jeux de pouvoir et de leurs règles sournoises pour ne pas s'y laisser piéger. Cela consiste à refuser les relations dominant-dominé et traiter d'égal à égal, d'adulte à adulte. Repérer toutes les formes de dévalorisation, déni, mensonge, minimisation, critique, intimidation, culpabilisation, distorsion et remarques venimeuses en tout genre. Exemple. Votre collègue conduit la voiture de fonction beaucoup trop vite et refuse de ralentir sous prétexte que la route est dégagée et qu'il n'y a pas de danger. Sa réponse est un déni de votre peur et du code de la route. Vous demandez à votre ami qui est silencieux avec un visage fermé s'il est fâché et il vous répond d'une voix cinglante « Pas du tout ». Que faire de ce superbe double message ? Neutraliser les dévalorisations et pratiquer l'affirmation tranquille de soi. Cela consiste à se cramponner aux faits objectifs, à obtenir une réponse aux sentiments que l'on désire voir prendre en compte et obliger le dévalorisateur à modifier son comportement. Cela permet également d'éviter la confusion mentale inhérente à la dévalorisation. Exemple.
Je ne te parle pas de l'état de la route ni de ta façon de conduire. Je te parle de ma peur et de mon inconfort et accessoirement du code de la route et du code du travail. Car je te rappelle que je ne suis pas montée dans une voiture pour mon plaisir, mais parce que je suis en fonction. Que penses-tu faire pour me permettre d'être confortable et de me sentir en sécurité? Ralentir ou me passer le volant? Le dévalorisateur ne peut plus ignorer la peur de son passager et est en demeure de répondre de son attitude. Ou ton visage est fermé, tu n'as pas décroché un mot depuis une demi-heure et le ton de ta réponse est cinglant. Si tu n'es pas fâché, quel sens dois-je donner à cette attitude et que dois-je comprendre? Le double message est calmement souligné, à l'autre de s'expliquer s'il le peut. Osez rompre la relation. Et si votre dévalorisateur refuse de changer son mode relationnel, s'il est impossible d'obtenir la validation de vos besoins et ressentis, il faut mettre fin à la relation. Elle ne peut rien vous apporter de bon et va vous maintenir dans l'impression d'être fou ou stupide. Pour éviter d'entraîner quelqu'un vers la folie. Sans le savoir parfois, c'est nous qui rendons les autres fous. À chaque fois que nous prononçons « mais pas du tout, tu n'as rien compris », tu te fais des idées, tu n'exagères pas un peu, tu n'as aucune raison de t'en faire, ou relativises un peu, il y a des cas pires que le tien, nous infligeons au ressenti de l'autre une dévalorisation qui va semer le trouble et la confusion dans son esprit. Alors pour éviter cela, validez ses ressentis, expliquez les raisons qu'il a de penser ce qu'il pense. Il suffit de demander « qu'est-ce qui t'amène à penser cela ?» et de reformuler sans jugement ni commentaire, juste pour montrer que vous avez compris. En fait, ce que tu ressens, c'est... Dans beaucoup de cas, la folie et la stupidité ne sont pas des fatalités. Chacun peut retrouver le plaisir d'apprendre, de comprendre, de savoir et de penser par lui-même, pour peu qu'on arrête de lui faire croire le contraire. Chapitre 5. Créer son nouveau scénario. Votre ancien scénario n'a plus de secret pour vous maintenant. Sa découverte, qui a peut-être été douloureuse par moments au fil de votre lecture, est nécessaire pour le désactiver. N'étant plus inconscient, ce scénario a déjà perdu de son emprise magique et maléfique sur votre vie. Vous allez pouvoir le réviser de fond en comble pour acquérir votre autonomie par rapport aux programmations parentales qui vous ont fait tant de mal et mis tant de bâtons dans les roues. Êtes-vous prêt à changer, à réécrire l'histoire de votre vie ? Grâce aux 3 chapitres précédents, vous avez retrouvé vos compétences innées. Votre potentiel de joie de vivre, d'amour et d'intelligence est à nouveau accessible. Il n'y a plus qu'à puiser dedans. Voilà de quoi inclure beaucoup de positifs dans la suite du film. Désactiver les programmations parentales. L'antidote aux injonctions, les permissions du parent idéal. Il s'agit de se libérer du mauvais sort qui vous a été jeté autrefois et qui emprisonne encore votre enfant intérieur. Lorsque l'enfant intérieur d'un adulte va bien, toute la personnalité va bien. Quand l'enfant intérieur est malheureux, craintif et carencé, la personne adulte est inadaptée dans sa vie affective et aussi peut-être dans sa vie professionnelle, à cause de son incapacité à s'affirmer et d'une trop grande soif de séduction, d'attention, d'approbation ou de réaction émotionnelle inappropriée. Pour que l'adulte soit épanoui, l'enfant intérieur doit être entouré de chaleur, baigné d'amour inconditionnel dans les bras d'un parent aimant et protecteur. Or, quand on a eu une enfant difficile et beaucoup d'injonctions néfastes, il est pratiquement impossible de se faire une représentation mentale d'un enfant aimé et radieux. C'est pourquoi, si c'est votre cas, je vous propose d'apprendre à vous donner la protection d'un parent idéal et virtuel, de vous greffer une prothèse de parent en quelque sorte. Bien sûr, une prothèse ne remplacera jamais une vraie jambe, mais elle permet de marcher, donc d'avancer. Pour votre parent virtuel, vous pouvez choisir un modèle existant. La mère d'une de vos amies d'enfance qui avait l'air si attentionné avec sa fille, tel acteur fort et viril qui a un air si paternel. Choisissez quelqu'un qui ne vous est pas trop proche parce qu'il faut rester lucide. C'est pour de faux, c'est virtuel. C'est juste pour se tenir chaud et avoir une source intériorisée de permission. N'allez pas encombrer vos relations personnelles de projections inopportunes. Exercice d'imagination réparatrice. Au carrefour d'un rêve éveillé, d'une relaxation, d'une visualisation créatrice et d'une auto-hypnose, cet exercice vous propose de donner à votre enfant intérieur
la permission d'être heureux. Quelques précautions. Si vous pensez avoir vécu des choses graves et traumatisantes dans votre enfance, et si vous pensez qu'elles risquent de remonter en surface lors de la prise de contact avec votre enfant intérieur, ne faites cet exercice que dans le cadre thérapeutique avec l'accompagnement d'un professionnel de la relation d'aide. Installez-vous confortablement. Prenez un moment pour vous détendre, fermez les yeux, écoutez les bruits extérieurs, intéressez-vous à votre respiration calme, ample, régulière, jusqu'à ce que vous sentiez une paix profonde et agréable s'installer en vous. Alors, créez sur l'écran de vos paupières fermées un paysage qui symbolise ce calme intérieur. Puis imaginez-vous dériver à travers les années à la recherche de l'enfant que vous étiez. C'est un enfant très jeune. Observez ce qui se passe dans sa vie. Cherchez à comprendre ce qu'il vit, ce qu'il croit. Vous retrouverez sûrement des souvenirs oubliés et cela vous donnera de nouvelles indications sur votre scénario initial. Ensuite, visualisez votre parent idéal, tendre ses bras à l'enfant et lui dire qu'il vient l'adopter. Entendez-le lui dire qu'il l'aime de façon inconditionnelle et qu'il vient de lui rendre toutes les permissions, celle de vivre, celle d'être lui-même, parfait dans son imperfection et dans toutes ses émotions, celle de réussir, de grandir, etc. Bref, entendez ce parent virtuel dire à l'enfant ce qu'il a besoin d'entendre pour se sentir bien. Cela peut être un moment très émouvant. N'ayez pas peur de vos émotions. Si vous pleurez, ce seront de bonnes larmes. Votre enfant intérieur vient de trouver refuge dans les bras d'une figure parentale enfin aimante et protectrice. Puis, imaginez le parent venir s'installer dans votre paysage avec l'enfant cramponné à son cou. Il joue avec lui et le câline. Regardez l'enfant se détendre et s'autoriser à redevenir un enfant spontané et plein de vie. Votre enfant intérieur ne se sentira plus jamais seul. Il ne manquera plus d'amour ni de protection. Maintenant, une bonne fée ou un enchanteur veille sur lui et lui donne au quotidien toutes les permissions dont il a besoin pour être bien. Quand vous aurez envie de clore cet exercice, bâillez, étirez-vous voluptueusement, puis ouvrez les yeux. Voilà, le travail est fait. Votre enfant intérieur dispose d'une bonne source de protection et de permission, et cela va vous donner de la puissance et une belle énergie. Votre parent idéal peut également vous donner les validations dont vous avez besoin aujourd'hui au niveau de votre vie d'adulte. Posez-vous les questions suivantes. Quel signe de reconnaissance me prodiguerait aujourd'hui ce parent idéal ? Me dirait-il que je fais bien ? Que ferait-il pour moi ? Qu'aurais-je besoin qu'il valide dans ma vie actuelle, dans ma façon d'être ? Et faites-le lui prononcer, tout simplement. Une autre façon de se libérer des injonctions est de se poser les questions suivantes. Que puis-je faire pour me libérer de l'injonction de ? Quels actes puis-je poser ? Qu'est-ce qui me prouvera que j'ai maintenant l'autorisation de ? Comment le saurais-je ? Qu'est-ce que cela changera dans ma vie ? Et rendez-vous en priorité les permissions de changer et de gagner. Qu'est-ce que cela va modifier dans votre vie ? Oh oui, tellement de choses. Par où commencer ? L'antidote aux directives. Encore de nouvelles permissions. Vous rappelez-vous de ces ordres intérieurs, ces stresseurs qui pilotaient votre comportement ? Il est maintenant temps de les désactiver. Plus besoin d'être parfait, d'être fort, de faire plein d'efforts, de se dépêcher, ni de faire plaisir à tout le monde. Ouf, quelle belle détente en perspective. Sois parfait. Antidote. C'est ok d'être soi-même. Les erreurs font partie de la vie, des humains, et sont des opportunités d'apprendre. Accordez-vous le droit à 10% d'erreurs pour être à l'abri du perfectionnisme. Validez vos réussites et vos progrès sans oui mais. Sois fort. Antidote. C'est normal d'avoir des émotions, des doutes, des besoins. Tous les humains sont vulnérables. Le cacher ou le nier ne sert à rien. C'est ok d'être à l'écoute de soi et de satisfaire ses besoins. Il n'y a pas de mérite à se surmener ou à jouer les Superman. Fais des efforts. Antidote. Les choses peuvent se passer simplement et agréablement. C'est ok de réussir facilement. Faites davantage confiance à votre intelligence et à votre mémoire. Seriez les priorités pour laisser de côté les détails inutiles. Dépêche-toi.
Antidote. C'est ok de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Ayez toujours une montre accessible pour contrôler le temps dont vous disposez. Organisez un découpage horaire des tâches avec des marges de temps plus larges pour chaque chose dans votre organisation. Si c'est urgent, c'est qu'il est déjà trop tard, disait Talleyrand. Fais plaisir. Antidote. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ok de penser à soi aussi et de vivre selon ses valeurs et non celles des autres, d'écouter ses besoins, ses envies. La générosité a ses limites. Ne laissez pas les autres abuser de votre gentillesse, ils ne vous en aimeront pas plus. Vous pouvez choisir de vous relire toutes ces petites phrases à voix haute tous les soirs jusqu'à ce qu'elles rentrent. Rappelez-vous, les directives ont été verbalisées. Ensuite, quand elles seront mémorisées, vous pourrez vous contenter de les prononcer mentalement en cas de stress. Changez le programme de l'identification. Nouvelles attributions. Rappelez-vous, au premier chapitre, je vous disais que tous les éducateurs devraient partir du postulat que les enfants sont naturellement intelligents, bons, perspicaces, beaux et pleins de santé pour pouvoir leur transmettre ce message sans avoir à y réfléchir. Je vous disais aussi que c'est parce qu'on le dit que c'est vrai et non pas parce que c'est vrai qu'on le dit. Alors c'est le moment de vous y mettre. Serinez-vous que vous êtes intelligent, bon, perspicace, beau et plein de santé. Vous pouvez même allonger la liste. Peu à peu, ces affirmations deviendront naturellement vraies. Mais non, ne me dites pas d'un air blasé que c'est la méthode Coué et rien de plus. C'est effectivement assez proche de l'autoconditionnement, mais ça a très bien marché, à l'inverse, pour vous faire croire que vous étiez stupide, méchant, borné, laid ou souffreteux. Alors, les nouvelles identifications. Cette fois-ci, n'investissez plus vos projections dans un héros unique. Choisissez plusieurs modèles d'identification et ne modélisez que des compétences, des savoir-faire et des savoir-être bien ciblés. Prenez modèle sur les capacités culinaires de François, mais laissez de côté son mauvais caractère. Inversement, ne copiez surtout pas les capacités culinaires de Catherine, mais apprenez ses beaux éclats de rire. Plus vous aurez de modèles différents et variés, plus vous allez vous enrichir de nouvelles attitudes et aptitudes. Nouvelles décisions de vie. Quelle synthèse allez-vous faire de toutes ces nouvelles données ? À quelle conclusion enthousiasmante allez-vous accéder ? Ouvrez-vous à tous vos nouveaux possibles et rappelez-vous ce que disait Marcel Pagnol. Tout le monde savait que c'était impossible. Il est arrivé un jour un imbécile qui ne savait pas et qui l'a fait. Osez être l'imbécile qui ne sait pas que c'est impossible et devenez ce que vous avez envie de devenir. À partir de maintenant, je choisis, je décide, je veux, j'ai envie. Évitez les formulations absolues du genre jamais ou toujours pour rester souple et adaptable. Surtout, ne sortez pas d'une rigidité pour en retrouver une autre. Nouvelle croyance et nouvelle logique. De cette nouvelle décision de vie va pouvoir découler une nouvelle philosophie de vie, la vôtre, enfin. Profitez-en pour inverser la logique de perdant en logique de gagnant. Perdant, problème. Gagnant, solution. Perdant, peur. Gagnant, confiance. Perdant, doute. Gagnant, certitude. Perdant, rareté, manque, pénurie. Gagnant, opulence, abondance. Perdant, compétition, individualisme. Gagnant, partage, collaboration. Perdant, obligation. Gagnant, choix. Perdant, culpabilité. Gagnant, responsabilité. Perdant, échec. Gagnant, réussite. Perdant, danger. Gagnant, sécurité, etc., etc. Oui, ce sont les deux faces d'une même chose. Le côté ombre et le côté lumière. Autant choisir la lumière. Réécrivez l'histoire de votre vie. Il est important de savoir à l'avance que se libérer d'un destin négatif a un prix. Cela peut créer de fortes angoisses. Elles se manifesteront à chaque fois que vous résisterez à une programmation scénique antérieure. Ces bouffées d'angoisse peuvent ainsi devenir un excellent voyant de contrôle de l'avancée de vos progrès. Pourquoi suis-je si mal ce matin ? Ah oui, j'ai eu l'audace de danser.
de rire et même de flirter hier soir. J'ai donc transgressé les injonctions, n'existe pas, ne sois pas proche, ne sois pas séduisante, et je me suis autorisée à vivre un vrai moment de joie et de partage. Quelle insolence! Soyez très patient avec vous-même. Faites fonctionner à plein votre parent idéal pour rassurer l'enfant intérieur et encourager l'adulte dans sa transformation. La progression doit être lente et assortie de beaucoup de permission et de protection. Car je vous le rappelle, quand on n'en a pas eu beaucoup, le bonheur, ça fait très peur et il faut prendre le temps de l'apprivoiser. Mais si l'angoisse est trop forte, surtout, faites-vous accompagner dans vos projets de changement par un thérapeute compétent, chaleureux et sécurisant. Vous savez maintenant que vous êtes le réalisateur de votre propre vie. Vous n'êtes plus obligé de subir les programmations antérieures. Tous les possibles s'offrent à nouveau à vous. Récemment, un chercheur, le docteur Richard Wiseman, a découvert que les chanceux n'en étaient pas. Ils ont simplement une façon d'être et de faire qui aimante la bonne fortune, tout comme les malchanceux ont l'attitude parfaitement adéquate pour éloigner toutes les opportunités de réussir. Pour s'ouvrir à la chance, il suffit d'apprendre à créer, repérer, saisir, faire fructifier les occasions, les hasards, les relations. Écouter son intuition et oser prendre des décisions a priori irrationnelles. Fonctionner à l'instinct, au feeling. Ne pas agir par sens du devoir ou relationnellement. D'ailleurs, les gens qui se sont fait piéger dans une relation malsaine, harcelés dans leur travail, escroqués lors d'une vente, le reconnaissent souvent eux-mêmes. Une petite voix intérieure leur disait de ne pas y aller, mais ils ne l'ont pas écouté. Croire en sa chance et attendre la bonne fortune. Penser qu'on a des chances de gagner. L'attitude positive ou négative des gens crée leur réalité. Transformer le mauvais sort en coup de bol. Voir le bon côté de la déveine et en tirer les bons enseignements pour ne pas reproduire. Les malchanceux ont deux caractéristiques navrantes. Ils ruminent leur mauvais sort et versent dans la superstition. L'avez-vous remarqué? Vous êtes maintenant bien outillé pour devenir un vrai chanceux. Conclusion. En route pour votre nouvelle vie. Avec votre instinct pour guide, vos émotions comme panneaux indicateurs et votre objectivité comme boussole, vous allez pouvoir partir en quête d'une vie de gagnant, pleine d'amour, de joie et d'apprentissage. Voici pour compléter votre équipement d'explorateur un dernier outil, une extraordinaire débroussailleuse pour chemin de vie, la technique de poser des objectifs voués au succès. Partant d'un vague projet, elle défriche, élague, sculpte et cisaille vos idées jusqu'à leur donner une précision et une puissance telle que vous ne pourrez plus rien rater. Les 5 clés d'un objectif gagnant. Formulez l'objectif positivement et précisément. Que veux-tu spécifiquement? Que signifie pour toi être X ou atteindre Y? 2. Donner un contexte très concret d'application. Où, quand, combien? Avec qui veux-tu X? Y a-t-il des cas où il ne serait pas approprié que tu sois X? Si les objectifs sont formulés de façon absolue, ils empêchent de se donner des choix comportementaux ouverts et flexibles. Pour que l'objectif devienne une option supplémentaire et non un comportement rigide, en substitution du précédent, il convient de préciser le contexte où le nouveau choix de comportement sera adéquat et quand il ne le sera pas. 3. Préciser l'objectif en termes sensoriels. Il s'agit de se donner des moyens d'évaluation précis et concrets, ainsi que de rendre l'objectif désirable et motivant. Comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Comment les autres le sauront? Qu'est-ce que tu verras, entendras, ressentiras, etc. lorsque tu auras atteint ton objectif? Qu'est-ce que cet objectif va te donner ou te permettre de faire? 4. Vérifier que l'objectif est dépendant de soi et durable. La personne doit pouvoir prendre l'initiative et la responsabilité du but qu'elle se fixe. Ainsi, un objectif visant à changer les autres n'est pas acceptable. Par contre, la personne peut décider d'acquérir les ressources nécessaires pour provoquer une réaction différente chez un partenaire avec qui elle ne communique pas de manière satisfaisante. C'est le moment aussi d'inventorier les ressources nécessaires et disponibles. Est-ce que cela dépend bien de toi ou rien que de toi d'obtenir
telle chose? Est-ce seulement pour toi? De quelles ressources disposes-tu maintenant et de quelles ressources as-tu besoin pour continuer? As-tu déjà eu ou fait cela avant? Connais-tu quelqu'un qui a déjà eu ou fait cela? Comment acquérir les ressources qui te manquent? 5. Vérifier l'écologie de l'objectif. C'est dans cette partie du questionnement que vont apparaître les bénéfices secondaires du comportement actuellement limitant. Si l'écologie n'est pas bien cernée, c'est-à-dire si le prix à payer n'est pas clairement perçu et accepté, la personne va soit se saboter, soit générer l'équivalent d'une marée noire dans sa vie. Y a-t-il des inconvénients à atteindre cet objectif? Y a-t-il des avantages à ne pas l'atteindre et à laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Y a-t-il un prix à payer pour atteindre cet objectif? Dernière question. Pour enclencher l'action, quel sera le premier pas vers ton objectif? Ce premier pas, une fois défini, reprenez au début pour mettre en forme ce sous-objectif. Par exemple, une personne se fixe comme objectif principal de retravailler. Après l'avoir aidé à mettre en forme son objectif travail, avec ses 5 clés, on peut également structurer les étapes intermédiaires, c'est-à-dire faire un CV, écrire une lettre de motivation, s'informer, prospecter avec la même trame. Cette façon de procéder est très dynamisante et garantit le succès de l'entreprise dès que l'écologie personnelle est respectée. Parez pour l'aventure, à vos marques. Prêts? Gagnez!